dire que nos vies ont été largement brisées. Et si on ne... C'est pas grand-chose la vérité, mais ça nous permettrait d'assimiler... continuer de vivre. On a besoin, nous, famille, d'avoir un peu de sérénité et de retrouver un peu, quelque part, je sais pas. Donc faire le deuil quand on est obligé en même temps toujours à chercher la cause, c'est très difficile. Donc moi je souhaite vraiment qu'un jour une cause soit admise et officiellement reconnue par tout le monde. Il me semble que humainement c'est le plus important. Lorsque c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de certitude, on peut toujours élucubrer et puis échafauder des hypothèses plus ou moins fantaisistes. Des thèses plus ou moins fantaisistes, il y en a énormément au cours des mois à venir. Plutôt des mois à venir, des gens qui étaient complètement étrangers à la région, à la grotte de Monterolier, avec des gens plus ou moins scientifiques, plus ou moins experts, avec une espèce de professeur Nimbus qui venait avec des documents, des graphiques, etc., qui finalement ne faisaient pas avancer grand-chose. S'il y a eu effectivement des thèses farfelues comme, par exemple, celle d'une cage d'armes du GIA, la branche armée du Fils, l'éminent professeur Louis Soulier, précédemment qualifié de professeur Nimbus, a effectué de véritables recherches. Elle s'appuyait sur des analyses toxicologiques, anatomiques et autres expérimentations pour démontrer que le monoxyde de carbone n'était pas seul responsable, mais aussi le HCN, acide cyanhydrique, utilisé dans la composition de nombreux gaz de guerre. Une hypothèse de stockage d'armes chimiques confortée par l'expert des parties civiles, André Kleniewski. Les galeries de Monterolier référencées par les Allemands comme magasin 1011 destiné à ravitailler le site de lancement des V1 à Roquemont. Ces magasins contenaient des charges d'explosifs et munitions. La décomposition de ces produits donne du monoxyde de carbone. Le V1, bombe volante ressemblant à un petit avion sans pilote, opérationnel dès le 1er décembre 1943, c'est l'arme ultime des Allemands, destinée à anéantir Londres. Une arme de représailles, catapultée depuis plus de 400 rampes de lancement, camouflée de Dunkerque à Cherbourg, à 30 km de la Manche. 117 sites rien que pour la Seine-Maritime, dont les forêts regorgent encore de vestiges. La grotte de Monterolier était prévue pour contenir les V1 à l'intérieur, protéger les V1 parce que c'était un mont. C'était à l'abri des bombardements et tout ça. Le train arrivait là avec ses wagons remplis de V1. C'était un épi de blé. Un plan militaire français, datant de 1948, atteste de cette utilisation possible de dépôts de munitions au sein des galeries de Clairefeuille. Les Allemands avaient l'intention d'armer chimiquement les V1. C'est certain, ils avaient étudié la possibilité de le faire, mais ça s'est arrêté là. Ils n'ont jamais lancé de V1 avec de l'arme chimique. Hein. Ça, c'est tout à fait évident. Mais ça peut aussi être après la construction de cette grotte, l'introduction dans ces grottes de vestiges de guerre qui n'ont rien à voir avec l'Allemagne, mais qui peuvent être des armes toxiques produits et non utilisés par l'armée française, sachant qu'il y a eu à une certaine époque beaucoup de difficultés de stockage. Et parmi ces produits, moi j'ai la liste complète ici des munitions françaises fabriquées entre 1945
15 et 20. Vous avez de la vincénite avec de l'acide cyanhydrique, de l'acétite, de la vaillantite, de la rathionite, de l'hypérite, de la camite, de la sternite. Je veux dire, il y en a plein. Plein, qui contiennent de l'étain, de l'arsenic, du cyanure, qui ont été retrouvés en traces ou en microtraces et mis en avant par certains experts. Nous pouvons ajouter à cette liste un autre gaz mortel, lié à la Deuxième Guerre mondiale celui-là, le zyklon B, bien connu pour son utilisation dans les camps d'extermination. Il est constitué d'acide cyanhydrique stabilisé. Exposé à l'air, il dégage du cyanure d'hydrogène, rapidement mortel à de très faibles concentrations. Selon Annie Lacroix-Rie, historienne, dès février 1941, le groupe Ugine avait participé à la création d'une entreprise franco-allemande arianisée à Villers-Saint-Sépulcre, à 60 km de Buchy. Un site de fabrication du zyklon B qui a vu sa production mensuelle augmenter de 1 à 37 tonnes entre septembre 1940 et mai 1944. Une seule étiquette française du zyklon B a été apparemment retrouvée. Ce document a été sauvé par un chimiste d'Ugine. Existe-t-il encore aujourd'hui des stocks de ce gaz mortel? Et où? Et on a écrit en 2003 au ministère de la Défense pour leur demander où tous ces stocks de produits non utilisés ont été stockés. On n'a eu aucune réponse. On nous a apporté une photo aérienne prise en 1952, je crois, et il y avait une espèce de remaniement sur le toit de la grotte qui apparaissait sur la photo, et on a réussi à convaincre le préfet de creuser des tranchées en surface pour voir s'il n'y avait pas des déchets qui avaient été stockés, non pas dans la grotte, mais sur le toit de la grotte. Sachant que le scénario tout à fait cohérent aurait été que ces déchets, sous l'effet des pluies, migrent et percolent dans les grottes. Il n'a rien été trouvé après ces investigations de terrain. Il n'y a pas eu, sauf erreur de notre part et des autres observateurs, des déchets stockés sur le plateau en haut de la grotte de Clairefeuille. Très médiatique, Jackie Bonnemin a récupéré, c'est même pas entre guillemets, qui a récupéré l'affaire. Honnêtement, je pense qu'il a fait sa publicité, enfin l'association a fait sa publicité autour de cette affaire à un moment, il était un petit peu dans l'ombre, ce qui est tout à fait le cas maintenant d'ailleurs. On ne regrette pas du tout ces investigations parce qu'elles ont permis d'abord d'éliminer une hypothèse. S'il y a des matériaux toxiques qui sont impliqués dans l'affaire, ils n'étaient pas sur le toit de la grotte, ils étaient à l'intérieur ou dessous ou à côté. D'autre part, il ne faut pas oublier que ces armes de destruction massive, elles peuvent être déclinées en armes de destruction massive des renards, par exemple. Maintenant, il peut y avoir aussi eu un certain nombre de produits déposés à l'intérieur de ces galeries. Je pense qu'on peut penser à un certain nombre de produits. Ça pouvait être le cas de la chloropicrine, puisqu'on est en pleine période de destruction de renards à l'époque. Interdite depuis 1991, la chloropicrine est un gaz suffocant et corrosif, largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, car elle parvenait à franchir la protection des masques à gaz. S'il y a élévation de température, c'est pire. Elle se décompose très vite en chlore et en monoxyde de carbone. Résultat, des œdèmes lésionnels qui touchent dans tous les cas, contrairement au CO, les poumons, mais aussi souvent le cerveau et autres organes. Selon les rapports d'autopsie, toutes les victimes sont mortes d'un ou plusieurs œdèmes, ce qui est statistiquement improbable avec le seul monoxyde de carbone. Une vérité soulevée par l'expert des parties civiles nommé par la justice. Son argumentation n'a pas été jugée recevable. D'autres produits, apparemment plus bénins, mais aux effets pouvant être similaires, comme le dichloroisocyanurate de sodium, sont utilisés sous forme de pastilles de chlore-choc, servant à la remise en route des piscines.
en juin par exemple.